Radio Berthoud, 102.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion favorites. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio B consacré aujourd'hui à la question de l'entraînement, en particulier celui lié aux propositions trouvées sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas là de critiquer l'outil en lui-même, qui peut être parfaitement pertinent pour propager des éléments d'instruction, des idées d'exercice qui peuvent être intéressants. Ce qui nous concerne de manière spécifique, c'est la question du pourquoi. D'abord, je préfère le préciser, ce n'est pas une attaque contre les gens qui ont déjà une réponse à cette question. Par exemple, les gens pour qui le tir est un but en soi, un hobby ou une recherche de virtuosité dans le cadre de tir sportif. Tout cela est parfaitement respectable. Si pour nous, la virtuosité n'est pas un objectif à atteindre, à cause des contraintes de coût, d'énergie, de temps disponible, nous pouvons définir 3 grands axes de travail dans un entraînement, grosso modo pour piquer l'expression de nos amis de l'ENIT, être sûr, habile, adroit. Ce que l'on voit très peu dans ces vidéos, dans ces exercices proposés en général, y compris dans certaines écoles de tir, c'est le pourquoi tirer. Et pourtant, pour la personne qui s'intéresse à détenir une arme pour des raisons autres que le goût de la mécanique, l'attrait de la collection ou une pratique purement sportive, cette question est essentielle. Ce n'est pas le tir rapide qui pose problème, ni la vidange du magasin à la mexicaine, mais plutôt l'automatisation du tir dès la montée en cible, et en particulier un tir immédiat, suivi d'autres tirs rapides. Monsieur Pretoria, vous qui vous intéressez particulièrement aux normes de performance, qu'en pensez-vous ? Dans un contexte de tir dynamique à plutôt connotation sportive, là on voit la volonté de recevoir la performance optimale en fait. C'est vraiment dans le but d'établir un classement et on recherche le meilleur compromis entre la vitesse de tir pour le stage et la précision qu'on peut en obtenir. Par contre, dans un contexte de tir sportif, c'est absolument ok. Encore une fois, j'ai moi-même pratiqué cette discipline. Mais en fait, comme sur un circuit de Formule 1, je peux me permettre l'analogie, c'est-à-dire qu'en fait, tout est fait pour que le tireur se concentre uniquement sur son stage et il n'y a pas de composante vraiment d'analyse situationnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est caractéristique. De ce point de vue-ci, la recherche de cette performance se traduit également par en fait des créations d'automatismes et de cas de l'IPSC d'une optimisation en fait de parcours. Donc là, basiquement, on est vraiment dans une recherche de performance pure. Je mets de côté la composante de l'armement à proprement parler, donc, mais c'est basiquement une discipline qui est faite avec et tous les équipements, toute la doctrine est faite sur la composante de la performance pure. Si j'ose vous interrompre, avec en particulier la notion de reconnaissance de l'étape. C'est-à-dire que l'entraînement se fait en sachant exactement tout ce qu'on va trouver, le nombre de cibles, le nombre de coups à tirer. Donc en fait, la décision du tir, elle est prise dès le moment où on engage le magasin en pistolet. Oui, d'ailleurs, c'est là où on voit les différents de règlement entre IPSC et IDPA, puisque en fait dans l'IPSC il est possible de faire sa reco encore séparément. On peut faire du shadow gunning afin de déterminer le l'angle, est-ce que ce sera possible, est-ce que je peux optimiser ça, etc. Alors que dans l'IDPA, il y a une reconnaissance collective et l'interdiction de shadow gunning. Donc là, quelque part, on met quelques limitations, mais encore une fois, cette notion de reconnaissance
qu'elle soit individuelle ou collective ou hybride entre les deux, en fait, ça permet de se préparer mentalement à ok, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais optimiser, etc. Et dans un contexte plus général, dans un système, dans un stand de tir qui est par exemple moins sécurisé ou par exemple sur des pistes de combat, et ben là il y a d'autres composantes, hein, ne serait-ce que la présence d'un promeneur. Si on tire sur des places de tir en montagne notamment, en été les gens veulent en profiter, et là il faut être également en mesure. Alors c'est normalement le travail du directeur d'exercice, mais le tireur, en fait, la doctrine derrière, c'est que le premier qui voit un risque potentiel, à savoir un promeneur qui est potentiellement ou on suspecte qu'il est dans le secteur de tir, et ben à ce moment-là c'est interruption et on annonce, etc. Et ça, c'est la composante aléatoire ou imprévisible qu'on ne observe pas sur des stands de tir de plus petite distance ou beaucoup plus sécurisés, hein. Je pense notamment quand on parle d'environnement complètement sécurisé, en dehors de la Suisse, il y a des stands où il est impossible de voir le ciel. C'est-à-dire qu'en fait, à intervalles réguliers, il y a des pare-balles. Et ça, c'est donc quelle que soit votre position dans la longueur du stand, et ben en fait, il vous sera impossible de voir le ciel, et donc il y a pas pour éviter qu'il y ait un projectile qui sort du gabarit. Et donc en fait, c'est un environnement qui est complètement contrôlé en fait. Qui dit environnement complètement contrôlé, c'est également un environnement qui permet d'avoir des performances qui sont optimum. Alors que lorsqu'on parle notamment d'être sûr de sa cible, dans un stand de tir classique, on est sûr de sa cible. Si je prends un stand 300 mètres, ne pas être sûr de sa cible, c'est tirer sur la cible 4 alors qu'on est sur la cible 3. Là, on est sur un problème d'identification. Est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce qu'il y a un risque pour la personne, pour les personnes ou pour les biens? Non, puisque le coup est simplement sur la cible 4. Mais là, c'est juste pour un petit peu illustrer la composante d'identification. Également, se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière la cible? Alors très souvent, derrière les cibles classiques, il y a un pare-balles. Maintenant, dans un contexte professionnel, le pare-balles, parfois, c'est un peu compliqué à gérer, quoi. Puisque il faut à ce moment-là se positionner pour optimiser ou respectivement limiter le risque de surpénétration. Et ça c'est quelque chose qui demande une analyse active et rapide et qui nécessite également la prise de décision, quitte parfois même à ralentir le dégainé à proprement parler. Justement, la notion de vitesse, elle est très intéressante dans ce contexte, parce qu'on a à la fois la vitesse du tir, on a la cadence de tir elle-même, c'est-à-dire du coup par coup rapide de la rafale, selon la vitesse à laquelle on veut pouvoir envoyer le maximum de plomb dans la direction souhaitée, mais il y a également la vitesse du dégainé, la vitesse du rengainé, l'engagement en fait de l'arme. Et le souci que je peux trouver avec ce genre d'entraînement, c'est au-delà de la gestion des règles de sécurité qui est normalement une évidence, mais qui effectivement, c'est toujours bon de rappeler les principes de base, c'est que quand on est dans ce contexte, à partir du moment où l'arme est dans l'étui,
C'est le principe, je crois que c'est le principe de Maslow, qui dit que lorsqu'on on a un marteau dans la main, tous les problèmes ressemblent à des clous. Et bien là, lorsqu'on a le pistolet dans l'étui, on cherche une cible sur laquelle le décharger. Souvent, c'est quelque chose que je vois de moins en moins, en tout cas dans ce que je vois sur les réseaux sociaux. Après, tout n'est pas vu, tout n'est pas montré. Je donne le bénéfice du doute. Et il y a d'excellentes écoles qui, par ailleurs, ne montrent pas leurs cours, qui sont capables de dispenser cet exercice, mais il y a quand même cette notion de j'ai un pistolet ou j'ai un fusil, c'est pareil, ok, je suis là pour l'utiliser. Savoir précédente mentale, ça c'est quelque chose qu'on apprend normalement dans les cours d'induction, et ça c'est important aussi, d'être capable de se dire je suis capable de tirer lorsque j'ai envie de tirer. On a un flingue qu'on va le dégainer, et c'est pas parce qu'on va dégainer l'arme qu'on va l'utiliser, et c'est pas parce qu'on l'a utilisé qu'on va retirer. Dans l'entraînement, il y a deux phases. En fait, il y a l'entraînement proprement dit, il y a la mise en pratique. Souvent, les deux phases sont confondues, c'est-à-dire dans la pure partie technique, il faudrait pouvoir travailler lentement. C'est Philippe Perotti qui disait lentement c'est plus vite que vite, qui est sa traduction, ma foi, excellente du mot de Massad Ayoub qui disait slow is smooth, smooth is fast, then slow is fast. C'est-à-dire en bon français, être lent c'est être fluide c'est être rapide, donc être lent c'est être rapide. C'est le paradoxe de la fluidité. Donc la beauté du geste qui donne un bon résultat en cible, sachant qu'évidemment, c'est toujours bon de le répéter, mais c'est quelque chose sur lequel on est revenu déjà plusieurs fois, les résultats en cible sont la conséquence de la bonne application des fondamentaux du tir et non pas un but en soi. Si on cherche à toucher, il y a de bonnes chances en fait que dans la précipitation, dans l'énervement, dans tous les petits paramètres qui peuvent déconner, on va faire une erreur et c'est là où on va avoir un résultat minable. Alors que si on est concentré sur ces fondamentaux, eh bien c'est là où on aura des résultats optimum. La même chose pour la vitesse. Alors la vitesse, elle est fonction de la distance à laquelle on tire évidemment. Elle est fonction aussi de la capacité que l'on a à bien tenir son arme et à maîtriser la détente. Alors c'est clair que si c'est pour tirer 5 coups en 1 seconde, mais qu'il y en a 4 qui sont hors cible, on fait du bruit. Ce qui n'est pas forcément désagréable, hein. Une fois de plus, faire le cow-boy en tirant sur les boîtes de conserve, c'est pas forcément la pire façon que l'on puisse avoir pour passer un samedi après-midi rigolo. Mais on sort de ce contexte de vouloir appliquer un système d'entraînement pour avoir des bonnes performances, mais pas des bonnes performances sur... Vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Pretoria, le circuit de Formule 1. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est aussi, lorsque vous allez faire vos courses à la Migros, je pense que vous prenez votre Toyota et non pas votre McLaren Honda rouge et blanche siglée Marlboro, parce que c'est pas très pratique pour charger des sacs de course. Oui, effectivement, et je rebondis sur l'analogie avec la voiture. En réalité, pour tous ceux qui conduisent ou qui sont en cours de conduite, l'élément principal, c'est pas le freinage, c'est anticiper. En fait, si je voulais vraiment faire une, avant toute chose, on anticipe, on est conscient de l'environnement, etc. Si je veux faire une manœuvre, je vais reprendre conscience de mon environnement, voir si je vais pouvoir avoir une marge de manœuvre suffisamment importante. Si jamais il y a quelque chose qui empêche cette manœuvre, je vais trouver une solution pour. Donc là, comme dit, on est sur la conscience de son environnement. Après, il y a la composante de vitesse de dégainer, c'est le temps que le cerveau voit la situation, que mon pied bouge, etc. En réalité, ça, c'est des temps techniques. Alors oui, c'est vrai, il y aura peut-être un pilote de Formule 1 qui, c'est certain même, qui a un temps de réaction beaucoup plus rapide, mais ce sont des aberrations de la statistique. Et ça, il faut en être conscient. Si on parle de personnes qui sont payées uniquement pour ça, font que ça de leur journée, qui s'entraînent physiquement,
etc., qui ont des prédispositions exceptionnelles, mais c'est des aberrations de la statistique. C'est typiquement moins de 1% de la population. Et le but, c'est par contre, à mon sens, d'amener une partie plus importante de la population à des normes de performance dites minimales, et non pas la recherche optimale et frénétique de l'ultra-performance. Bien sûr, cette norme de performance minimale, on peut l'ajuster à des niveaux assez importants. C'est justement toute la vocation d'un test, c'est pourquoi est-ce que je teste? C'est quoi mon but? Est-ce que je m'adresse pour un test de certification pour pouvoir utiliser une infrastructure de tir? Est-ce que ça va être un porteur d'armes sur la voie publique? Est-ce que ça va être pour animer des compétitions IPSC? Et en fait, le test permet de définir une norme des performances minimum, à mon sens. Et ça c'est quelque chose qui est assez important de garder en tête. Un autre aspect qu'on voit notamment dans tout ce qui est l'influenceur, c'est que pour ceux qui ont déjà fait des films d'entreprise, et que vous devez démontrer la manière dont vous travaillez, eh ben, vous n'allez pas travailler de la même manière quand il y a une équipe de tournage. Pourquoi? Parce que dans le monde du cinéma, la caméra est positionnée de manière à donner un résultat qui est beau, qui est esthétique. Et très très souvent, les perspectives ne permettent pas de bien démontrer en réalité le but principal de l'exercice, ou la manière de réaliser l'exercice. C'est fait pour avoir un impact visuel qui est fort. Très souvent, les instructeurs, enfin moi j'en connais quelques-uns, ils ont quand même de la ressource. Je pense notamment à Larry Vickers, Larry Vickers qui est un excellent tireur. Mais encore une fois, il faut garder à l'esprit que quand on regarde sur un réseau social, tout est mis en perspective de manière à ce que ce soit agréable à l'œil, et c'est pas nécessairement la perspective la plus intéressante pour comprendre la mécanique derrière l'exercice. C'est ce que vous définissiez comme l'entertainment, si je me trompe pas. Donc c'est une notion de pouvoir être beau, pouvoir courir vite, pouvoir tirer vite, pouvoir montrer que John Wick, c'est possible de le réaliser dans le cadre d'un instant de tir, ce genre de choses. Alors, l'entertainment, c'est quelque chose d'un petit peu différent. L'entertainment, c'est défini comme un cours qu'on va suivre, et comme on paye beaucoup d'argent, on part du principe qu'il va falloir beaucoup tirer. Parce que le fait de mettre en situation, voire même de travailler sans tir avec Blue Gun et avec marqueur, finalement, sur un cours qui dure une journée, ou même beaucoup moins, dans les caves de tir, c'est rare qu'un cours dure plus de 3 heures, et en fait, c'est considéré comme non pertinent, ou pas efficace, parce que les gens payent beaucoup d'argent, et donc ils ont des attentes pour le tir. Et ça, c'est un point qui est super intéressant. Et il y a une vidéo qui est disponible sur YouTube, et c'est une interview de Ken Hackathorn. Et la personne qui l'interroge, en fait, c'est une rétrospective de ces dernières années en tant que formateur, lorsqu'il donnait davantage de cours pour les citoyens aux États-Unis. Et à un moment donné, la question qui était abordée, c'est vraiment qu'est-ce qui vous fait partir ou quitter le cadet box avec une impression négative de la classe avec laquelle vous avez passé parfois 1 voire 2 jours. Donc il y a des gens qui se déplacent aussi de loin, il n'y a pas juste à côté. Je dirais en plus du côté j'ai payé pour le cours, il y a en plus des gens qui font pas mal de kilomètres.
voire qui prennent des vols domestiques pour s'entraîner avec lui. Et puis il disait, en fait, ce qui en général me tue, c'est en fin de cours, le type qui vient me voir et qui me demande, Monsieur Hackathorn, je suis très étonné, vous ne nous avez pas appris à tirer vite. Ou respectivement, voilà, en fait, j'ai encore mon surplus de mun que j'ai pas cramé. Et il disait, là, je me rends compte en fait qu'il y a les personnes qui sont venues et qui n'ont pas du tout compris ce que j'ai essayé d'apporter, la plus-value du cours, qui est aussi orientée sur la question du pourquoi, et pas juste faire un volume de feu extrêmement satisfaisant, mais qui pour beaucoup de gens en fait devient le critère sur lequel on peut baser un jugement, c'est-à-dire est-ce que le cours a été une réussite ou pas, en fonction du volume de douille qu'on retrouve au sol même entre les pieds du tireur, quoi. Et ça, je pense que c'est assez caractéristique. Lui, il le citait, mais je suis certain que c'est une réalité de beaucoup d'entraîneurs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et moi, il me semble quand même que quand je repense aux cours que moi j'ai eu la chance de pouvoir suivre, beaucoup qui avaient la plus haute valeur ajoutée sont en fait des cours où je suis arrivé avec un sac qui avait un certain poids, en l'occurrence en munitions que j'avais sur moi, et puis quand je suis reparti, le sac était pratiquement tout aussi lourd. Je veux dire, qu'est-ce qui a allégé le sac? C'est les 2 bouteilles d'eau que j'ai bu entre deux. Mais en fait, le quota de munitions que j'avais prévu pour la journée, histoire d'être certain d'avoir assez, j'ai relativement peu entamé. J'ai la peine entamé, quoi. Donc voilà, quand on parlait tout à l'heure de la question du pourquoi, c'est vraiment dans une journée d'entraînement ou une demi-journée, peu importe, il y a vraiment toute une phase en fait qui peut être fait sans tirer. Ça se fait avec ce qu'on appelle un blue gun. C'est toute la phase liée au décisionnel, ce que Monsieur Pretoria expliquait sur le fait que, un peu comme quand on conduit finalement, la situation évolue en permanence, il faut toujours anticiper, toujours réévaluer. Et puis ça, c'est extrêmement vrai dans le monde du tir. Bien sûr, pour celui qui a fait sa reconnaissance d'IPSC, puis à nouveau, c'est très bien pour les gens qui aiment faire ça. Pour le type qui a fait une reconnaissance de son parcours, quand il met son chargeur et qu'il fait un mouvement de charge et qu'il attend le beeper, lui, au moment où le beep part, c'est comme la personne qui a écrit le script de son film, et puis il appuie sur play sur sa télécommande. À partir du moment où il appuie sur play, il n'y a plus rien qui peut contrarier, j'entends, le déroulé qu'il a prévu. Maintenant, imaginez, pour quelqu'un qui est porteur d'armes comme un policier, ou imaginez cette approche. Imaginez ne pas considérer l'évolution des situations seconde après seconde. Imaginez ce qui se passe si, légalement parlant, vous ne prenez pas ça en compte, et puis que dans une situation de légitime défense, en fait, la personne, par inadvertance, tire dans le dos de son agresseur. Voilà, ou le policier tire dans le dos de son agresseur. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Donc, comme je terminerai là-dessus, comme dit, en fait, l'analyse du résultat de son tir, elle se fait derrière le guidon. Donc, le côté je tire, je fais un build drill où je tire 6 coups en 2 secondes, ouais, c'est super. Mais en fait, en réalité, après chacune des 6 cartouches, si ce n'était pas pour le drill dans le but de réaliser ça comme une finalité en soi, il faudrait toujours, enfin, je veux dire, il faut tirer ce qui est nécessaire et pas outre mesure. Donc en fait, à chaque coup tiré, il faut être capable de réanalyser la situation, même si c'est en. Alors, je voulais juste rebondir sur la composante de repartir avec presque autant de munitions qu'en venant au stand pour un cours. Tout dépend ce que les gens cherchent, mais basiquement, le fait de faire simplement des corrections de bugs en termes de technique, ça prend un petit du temps. On peut travailler en tireur coach, etc. La principale question, c'est est-ce que la personne veut simplement s'entraîner, mais est-ce qu'elle veut aussi s'améliorer? Parce que c'est ça, c'est la question, c'est ça. Et dans beaucoup de cours commerciaux, les gens, finalement, c'est un petit peu, enfin, aux USA, beaucoup de cours de tir, à l'issue, t'as un barbecue, quoi. C'est vraiment une activité de loisir. Un barbecue quand ce n'est pas un diplôme.
Parce que ça, c'est un truc très américain aussi. Les types ont passé 2 jours ou 24 heures de cours, enfin 24 heures au cours d'une journée, quoi. Et reçoivent un diplôme comme s'ils avaient comme s'ils avaient eu le fruit d'un doctorat qui leur tombait entre les bras. Et ça, c'est ultra caractéristique du côté hyper commercial dans les cours aux États-Unis. Oui, enfin bon, la diplomite, on sait tout ce que c'est. Le diplôme atteste de capacité à un instant T. Hein. Alors bon, bien sûr, si on parle de vrais diplômes universitaires, etc., la capacité qu'on a à un instant T s'atténue dans le temps à des vitesses qui sont différentes. Mais par contre, dans le cas d'une arme de poing, si la personne ne fait qu'un cours par an, et ben en fait, elle va avoir plus que des reliquats au bout d'une année. Et ça, c'est vachement pertinent. Parce que justement, dans ce fameux interview que je citais plus tôt de Kanaka Thorne, il disait, en fait, moi, ce que je donne aux gens, c'est des outils dans leur boîte à outils. Et puis avec ça, le reste de l'année, ou jusqu'au prochain cours, les personnes sont capables, de manière autonome, de maintenir ces capacités. Et il disait très justement, la dernière chose que j'aime entendre de quelqu'un qui a suivi une journée avec moi, qui a suivi un cours avec moi, c'est « Ah bah maintenant c'est bon, maintenant c'est un acquis ». En fait, il n'y a jamais rien d'acquis. Et pour certaines personnes qui auraient cette approche-là, c'est de se dire en fait bah voilà, j'ai un diplôme ou j'ai fini, donc c'est gravé dans le marbre, et donc du coup c'est comme si je sais pas à quoi on pourrait comparer, mais c'est comme si ça reflétait un certain statut qui devient indiscutable presque, alors qu'en réalité, bah, comme le dit lui-même, c'est vraiment ce sont des petits exercices, des pistes de réflexion, et en réalité on parle de quelque chose qui n'a jamais de fin. En fait, c'est un apprentissage continu. Oui, et d'autant plus que plus les années passent, moins nos réflexes sont affûtés. Hein. Ah ouais, ça c'est Rien que physiologiquement parlant, on va faire les choses plus lentement. Par contre, on peut compenser, ça je le vois notamment avec les tireurs dont les yeux souffrent le poids des années et qui ont des problèmes pour faire la mise au point sur le guidon, ils continuent à tirer correctement parce que en fait il y a toutes les notions de mémoire musculaire. Pour en revenir sur le dernier point de l'entertainment, lorsqu'on donne des cours commerciaux, en fait une des demandes assez régulières des participants, c'est qu'en fin de cours on fasse un Mexican unload. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est simplement faire un MacDump les munitions qui sont encore dans le magasin. Et ça, c'est particulièrement difficile de dire non, mais pour ma part, j'ai toujours fait en disant que ok, vous avez payé extrêmement cher votre cours pendant 3 heures, on vous a corrigé, etc. Et là, en fait, pour 10 secondes d'ultra fun, vous allez en fait ravager tous vos acquis, hein, donc les maîtrises des temps, les tenues fermes, etc., mais surtout les maîtrises des temps. Gardez à l'esprit que ça, c'est le dernier input que vous allez garder. C'est un peu comme si, je sais pas, j'avais passé 1h30 à repasser mon Messieurs Rangoon et Pretoria, et vous êtes des pour le mettre dans mon tiroir, vous savez pas ce que c'est je le le fun. balançais complètement fripé et froissé, quoi. C'est vraiment super caractéristique. Mais vous savez, monsieur Abidjan, parce que je crois savoir que vous avez le malheur d'avoir une application qui s'appelle Instagram sur votre téléphone. Je sais pas si vous avez remarqué cette nouvelle tendance, parce que là, on parle de trucs presque déjà vieillots, quoi. Le truc de j'ai passé 2 jours avec tel instructeur et j'ai reçu un diplôme. Maintenant, il y a un nouveau truc, ça s'appelle les standards. Vous voyez de quoi je peux parler ou pas? Les gens qui font des drills pour faire du drill, et puis qui disent oui, alors ça, c'est le standard de telle personne qui était dans telle unité d'élite, vraiment dans la fascination totale, presque, j'allais dire masturbatoire, mais des fantasmagoriques des forces spéciales. C'est bon, je vais réaliser pour la caméra
si ça se trouve c'est au 20e essai, mais ça on le verra pas au montage, je vais réaliser les standards de telles personnes qui étaient dans les SEALs. Donc ça c'est le dernier truc, où en plus on a le côté d'ego qui vient se rattacher derrière la performance qui est, je veux dire, là on est au niveau du cirque, hein, c'est l'Otari à la 20e répétition qui réussit à faire jongler un ballon multicolore sur sa truffe. Donc les types réalisent de la performance chorégraphique, il n'y a pas d'autre terme, et ensuite s'attribuent, ils dorent leur ego de l'aura de la carrière militaire glorieuse d'un type qui aurait été ou qui a été dans une unité plus que prestigieuse de l'armée de son pays. Et en fait, ce qui est super intéressant quand je regarde ce genre de format pour le fun à décortiquer sur YouTube ou Instagram, ça commence toujours de la même manière. C'est en anglais, le type va dire, bah voilà, nous allons faire les standards de telle personne qui était dans les Rangers, etc. Mais à aucun moment, il n'y a jamais pourquoi, comment, quand. Ça n'existe pas. Tout ce qu'il y a, c'est le nom de l'unité, et puis après il y a un bip de départ au shoot timer, et puis après bien sûr il y a un temps. Il y a un temps qui est donné, et donc le type est dans les standards, et donc c'est comme s'il avait fait la sélection. En fait, c'est le type a passé la sélection des forces spéciales en 30 secondes, quoi. Ça, je trouve que c'est pire que le type qui fait le cours commercial avec le diplôme à la noix, quoi. Ça, c'est au-delà de tout, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez tous les deux remarqué ce nouveau phénomène. C'est quelque chose que j'ai vu à quelques reprises. Oui, c'est une façon. Toujours, on est dans le spectaculaire. Ça va faire des belles images et ça va pouvoir donner du grain à moudre à la concurrence ou aux futurs étudiants. Je pense qu'il y a cet aspect-là. Une fois de plus, la virtuosité en soi ne me dérange pas. J'ai pas de jalousie particulière à avoir à ce sujet. Parce que c'est pas le but que je recherche, j'ai d'autres objectifs. Mais c'est cette comment dire, cette précision, c'est un marché de niche en fait. C'est-à-dire qu'on prend des exercices qui sont des exercices de gamme, c'est-à-dire je sors typiquement un truc que je vois beaucoup, c'est les gens qui tirent un coup, qui éjectent le magasin, qui reprennent un nouveau magasin, qui tirent un autre coup sans aucune analyse au milieu. Alors je comprends le concept de pouvoir tirer 2 coups seulement et puis on fait un exercice qui est assez global. Il y a un changement de magasin, mais ça devient un objectif en soi. Et c'est là que les notions de normes, les normes minimales et les notions de cible intelligente commencent à avoir du sens en fait. Le juste pouvoir faire l'exercice en... Je sais pas, je crois que le dernier que j'ai vu, c'était autour de la seconde et demie ou les 2 secondes, grand maximum. Et comme si c'était avec limite des gens qui applaudissaient lorsqu'ils étaient en dessous du bip. Pourquoi ? Il n'y a pas de bip dans la vie réelle. Le bip ne sert qu'à... Enfin, du moins, le timer ne sert qu'à une seule chose, c'est d'avoir la notion du temps, et après de pouvoir jongler avec sa performance personnelle. Mais en tant qu'exercice pratique, ça a vraiment très peu de sens. On en revient toujours à ces histoires de dojo, d'arts martiaux, voire de sport de combat. Tout ça, ça a toujours un peu le même défaut, c'est-à-dire qu'on est hors sol et on se concentre sur les 3, 10 secondes, 1 minute, 5 minutes que vont durer un combat. La notion de tout ce qui se passe avant n'a aucun sens, et la notion de tout ce qui se passe après n'a aucun sens non plus. Enfin, on rentre sur le tatami, on rentre sur le ring, on rentre dans l'octogone, et la notion d'agressivité, la notion de communication, la notion de gestion de la fuite, la situation, l'analyse situationnelle, comme vous disiez tout à l'heure, tout ce qui fait que la fluidité, le chaos d'une rencontre avec une personne qui est intelligente, tout ça n'existe plus. On est là pour se foutre sur la gueule, respectivement on est là pour tirer sur les cibles en carton, sur des gongs, et on le fait vite.
Et on oublie souvent que sans cette analyse, on va faire des choses pour faire des choses. Alors que l'arme entre les mains, c'est un outil. On n'est pas tributaire de la décision de l'outil. C'est l'outil qui doit obéir à nos ordres. Avec ce système, donc je prends des exercices, je les sors de leur contexte, et j'essaie de les faire de la manière la plus virtuose possible, ça devient un objectif en soi. Alors que c'était un moyen, c'était un outil, c'était un objet pratique, ça devient un petit bibelot précieux qu'on va pouvoir mettre sur son étagère, comme un trophée meilleur joueur de football ou du meilleur cycliste, celui qui a gagné la course. C'est du sport. Justement, il y a un aspect que je voudrais, enfin deux aspects que je voudrais aborder. C'est la première question, c'est est-ce que c'est la première génération d'instructeurs? Parce que ce qui peut aussi se produire, c'est le phénomène de dégradation lorsqu'on fait des photocopies en fait. C'est-à-dire que la copie, on a à chaque fois une perte de qualité s'il n'y a pas de système de correction ou en tout cas de cours cadres qui sont assez essentiels pour une bonne transmission du savoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, si la personne a observé ou a récupéré des programmes de test, mais sans nécessairement avoir pu discuter avec la personne qui les a conçus, ou la personne n'est pas familier avec les doctrines ou l'évolution des doctrines d'instruction du tir, bah en fait, elle a que ça comme base de réflexion, et il y a justement pas ce travail intellectuel de remise dans le contexte. Alors ok, je fais simplement un petit test. Ok, pourquoi 25 mètres? Pourquoi 15 mètres? Pourquoi ce temps? Pourquoi l'utilisation d'un couvert, etc. En fait, on peut très très bien travailler à mon sens avec des programmes de test, mais il faut quand même se poser la réflexion: qu'est-ce que voulait tester la personne qui a écrit ce test? Encore plus important, à mon sens, c'est si je prends ce test ou des éléments de ce test, comment est-ce que je vais pouvoir l'adapter au type de public que je veux toucher? Est-ce que je suis dans un contexte d'entraînement destiné à un professionnel? Est-ce que je souhaite simplement faire des programmes pour pouvoir visualiser ma propre progression ou la progression des autres? C'est un sens très très important. Le deuxième aspect, c'est justement quand on prend une instruction chez quelqu'un, c'est aussi très très important de discuter quel est son background. Enfin, pas pour mettre les gens dans les cases en réalité. Ça c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais c'est par exemple pour définir pourquoi est-ce que je vais avoir cette solution-ci plutôt qu'une autre. Je pense notamment aux instructeurs qui sont dans les groupes d'intervention. Donc là, ils sont très très souvent en fait dans des couloirs, et la manière de traiter des situations complexes dans des couloirs, ce n'est pas tout à fait la même chose que de traiter de la progression d'une section d'infanterie dans le sous-bois. Vous voyez? Et donc on a des solutions qui s'excluent entre elles, parce que il y a certaines solutions qui sont absolument adaptées dans un couloir, alors que dans du travail d'infanterie, on a d'autres alternatives. Et le but, à mon sens, c'est pour soi, comme utilisateur, de faire une synthèse des techniques qu'on peut voir pour pouvoir choisir la bonne solution. Et ça, c'est à mon sens quelque chose qui manque. C'est alors bon. Après, en tant qu'instructeur, ce qui est important, c'est de se familiariser à toutes les techniques pour pouvoir
répondre aux questions des personnes. Hein, oui, j'ai vu une technique ailleurs, etc. Il y a cet aspect-ci pour sa culture d'homme du monde, hein, puisque bon, il faut quand même se tenir au courant des évolutions, des doctrines. Au niveau utilisateur, j'aurais plutôt tendance que 1 à 2 techniques qui sont éprouvées. Enfin, une technique, ein Mann ist kein Mann, quand je paraphrase les Germains. Une technique, c'est aucune technique. Là, au moins 2 techniques, mais des techniques qui sont éprouvées. Pourquoi ? Parce que le temps de mémoriser une nouvelle technique et de s'y habituer, on a une perte de performance et ouais, c'est un peu compliqué quand même de travailler avec plusieurs techniques simultanément alors qu'elles sont toutes en phase de consolidation, parce qu'en fait, le risque, c'est que si on met vraiment sous pression de temps, de contexte, on va avoir des choix de techniques qui peuvent être aléatoires en réalité. C'est le fameux incident du gland, je sais plus dans quel état américain, où un policier a entendu un gland tomber sur le toit de sa voiture, si je me trompe pas, cru qu'il était touché, et a commencé à avoiner sa voiture de patrouille en vidant dans un premier temps le magasin de son pistolet, ce qui a entraîné également l'ouverture du feu de sa collègue, parce qu'à partir du moment où le collègue tire sur quelqu'un, c'est qu'il doit avoir une bonne raison. Et donc il y a à peu près une trentaine de cartouches, non peut-être pas autant, mais en tout cas plusieurs dizaines qui sont partis dans la direction de la voiture de patrouille. Analyse, non pas au bout du guidon, comme M. Rangoon en parlait tout à l'heure, mais au bout du magasin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a balancé les 15, 17, 19 cartouches, ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que le danger est toujours là ? Donc le mur de plomb. Puis surtout, si ma mémoire est bonne, la personne, le suspect qui était la cible des tirs, n'a pas été touché, si ma mémoire est bonne. Et je crois qu'effectivement il a réussi à sortir indemne. C'est l'avantage des SUV, de ces grosses voitures américaines qui font que les coups n'ont pas réussi à traverser. Mais tant mieux pour lui, et puis tant mieux pour le policier en question qui n'a pas été condamné pour homicide volontaire, ce qui aurait été quand même très gênant. J'aimerais quand même revenir sur la notion de pression de temps, parce que c'est quelque chose d'intéressant, parce que moi j'ai tendance à défendre cette notion qu'il faut travailler lentement, avec rigueur, surtout de manière délibérée. C'est-à-dire que je fais quelque chose parce que je réagis ou je décide d'anticiper. L'exemple que vous avez donné de la conduite automobile est très pertinent de ce point de vue-là. Je réagis à mon environnement, ou j'agis en fonction de ce qui se passe autour de moi, et je vais agir de manière délibérée, c'est-à-dire que je vais réfléchir à ce que je vais faire. Alors, on doit réfléchir rapidement, mais on a des moments où on peut gagner du temps, et puis ça, ce sont les petites astuces qu'on apprend justement dans un cours. Mais c'est aussi intéressant de travailler de temps en temps, sous pression de temps, pour justement avoir la notion du temps. Combien de temps ça dure 3 secondes ? 3 secondes, c'est à la fois très très court et ça peut être extrêmement long, selon comment on part, selon comment on travaille, à quelle distance, etc. C'est aussi pouvoir se déterminer. Est-ce que c'est 3 secondes, ou 5 secondes, ou 10 secondes, on s'en fiche, selon l'exercice pratiqué, à froid. La première chose que je fais en arrivant sur le stand, et si je refais le même exercice à la fin du cours, 1 heure après, 3 heures après, quand je suis chaud, quand j'ai beaucoup tiré, est-ce que je vais avoir une différence de performance ? Et là, ça va nous permettre de donner un chiffre, de numériser en fait une performance de manière à pouvoir se donner des points de repère. Alors c'est complètement artificiel, mais c'est pas inintéressant dans l'absolu. Et c'est toujours bon aussi de sortir de sa zone de confort, savoir tirer trop vite. Parce que sous adrénaline, que ce soit une adrénaline due à une agression ou une adrénaline simplement provoquée par la pression sociale dans un match d'IPSC, on va aller vite. C'est juste le point fondamental. Et puis justement, ce qui est difficile à obtenir, c'est de revenir, se reconcentrer sortir la vision tunnel, se reconcentrer sur les fondamentaux, et les appliquer pour pouvoir toucher sa cible dans les temps. Et ça, c'est ça qui est un peu compliqué et qui est souvent perdu de vue dans la façon dont on s'entraîne.
je souhaite rebondir. En fait, ce qui est assez intéressant sur la notion d'utilisation de split timer, parce que là, quand on parle de timer, c'est que en fait, il y a deux modes. Le premier, c'est que on n'a qu'un seul bip et le dernier coup tiré marque le temps nécessaire pour le stage. Donc là, comme dit, on est sur un mode théoriquement infini. Quelqu'un qui est mauvais, qui a des difficultés, qui est débutant, etc. Au lieu de faire son stage en 20 secondes, il va le faire en 40 secondes parce que il a vu qu'il a raté son tir, il veut doubler le tir, tripler le tir, etc. Et tout ça, c'est du temps. D'un coup, il tombe à court de munitions, donc il doit faire son rechargement. On est reparti pour quelques secondes, etc., etc. Le deuxième mode, c'est le split, c'est-à-dire dit aux gens, voilà, voici le programme, je vais le faire en tant de secondes. On démontre au plus proche. Ça c'est ce qui nécessite énormément de pratique. Et on se rend compte, la plupart des gens tirent, si on fait un test, etc., sur 15 secondes, et en fait, tous les gens sont en dessous des 10 secondes. Et ça sert à quoi? Ça sert à apprendre à jalonner. On jalonne pour pouvoir réellement définir le temps que prend les choses de manière posée. Et pour ça, il faut ce jalonnage pour que les gens se rendent compte à quel point ils tirent rapidement, alors qu'on leur a rien demandé. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la notion de mise sous pression des gens lorsqu'on prononce le mot test. J'ai eu le cas dernièrement et une personne qui faisait un programme de tir magnifique en 3 secondes 95, alors que la limite était en 4 secondes, mais ce qui était impressionnant, c'est que c'était un 3 secondes 90 ferme, c'est-à-dire que c'était ok, pas de problème. Je prononce le mot test, exactement le même programme, il était en dessous de 3 secondes. Voilà. Et ça, c'est justement le fait de travailler de manière épisodique en split time. Ça permet de se rappeler finalement que on a finalement beaucoup plus de temps que ce qu'on s'imagine. Et il faut à ce moment-là privilégier la qualité technique. Le fait de se donner du temps permet également de rattraper les petites erreurs de prise en main. Bon, je ne dis pas qu'il faut le faire systématiquement, mais basiquement, on a la possibilité, si on a eu une prise en main qui était un petit peu aléatoire, parce que on tire dans des conditions difficiles, il fait froid, on a trois couches de vêtements par-dessus, etc. Parfois, on a des prises en main qui sont mauvaises, et en fait, on a largement le temps, si l'exercice est bien fait, d'encore corriger une prise en main qui est défectueuse. Ou si jamais on a un dérangement, je l'ai observé de traiter le dérangement de l'arme et de pouvoir malgré tout tirer encore. Ou de prendre la décision, et ça c'était le truc qui était intéressant, c'est de prendre la décision de tirer ou pas. La personne a pris la décision de ne pas tirer. Mais la question de jalonnage des tirs lorsqu'on a un temps qui est déterminé, c'est en fait quelque chose que énormément de tireurs en Suisse auxquels ils se confrontent, simplement dans le cadre du tir en campagne et puis respectivement du tir obligatoire. Parce qu'il y a les 3 dernières séries, typiquement, alors je vais parler du pistolet parce que j'ai fait un tir obligatoire très récemment à 25 mètres. Les 3 dernières, on peut appeler ça les séquences de tir, rappelez-moi le temps qui est imparti, mais c'est un temps qui est dégressif. Attendez, c'est combien? C'est 40 secondes? Voilà, 50, 40 et 30. Et alors que les 2 premières séries sont en temps libre, il n'y a pas de limite de temps. J'étais agréablement surpris de voir en fait qu'au moment donné, on m'a donné mon temps. Instinctivement, je me suis jalonné. En fait, j'ai fait des bien meilleurs groupements dans les phases chronométrées qu'on voit quand on va au stand où il y a justement ces tirs très populaires qui attirent beaucoup de monde. C'est typiquement lors de la dernière phase
celle où il y a 30 secondes pour tirer 5 coups, donc ça vous laisse quand même 6 secondes entre chaque tir, ce qui est énorme, ce qui est vraiment déjà considérable. C'est qu'en fait, la plupart des gens ont tiré leur magasin de 5 coups en 12 secondes, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez aussi observé, mais je trouve c'est toujours très drôle de regarder le visage des personnes lorsque la culasse de leur pistolet se verrouille en arrière après le dernier coup, et qui réalisent en fait qu'il leur reste, ils ont utilisé un seul tir du temps. Les gens sont très surpris généralement. Oui, effectivement, hein, c'est surtout parce qu'il y a cette mise sous pression, c'est-à-dire qu'on dit bon là, c'est 30 secondes, puis comme les gens n'entraînent pas ou bon, pour un tir obligatoire, un tir en campagne, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent simplement pour soutenir, participer, avoir un bras de bourge avec du pain, et voilà. Donc c'est pas des gens qui nécessairement font ça de manière très régulière, mais même hein, j'ai observé des cas très similaires avec des gens qui pratiquent énormément le tir et ça s'entraîne. Apprendre à jalonner, ça s'entraîne. Ce qui est assez drôle, c'est que pour les épreuves sportives, c'est un petit peu un flashback à mes jeunes années. L'épreuve de sport, en fait, on avait eu un changement de système d'évaluation. Et en fait, ce qui était assez intéressant rétrospectivement, c'est que non seulement on devait faire le meilleur qu'on pouvait, mais on devait aussi annoncer plus ou moins la performance qu'on attendait. Et en fait, il y avait une partie des points qui était attribuée à la précision de l'évaluation de propre capacité. À l'époque, je trouvais ça complètement idiot, parce que oui, effectivement, dans un monde de compétition stricte, bah, le premier, c'est celui qui a été le plus rapide, et tous les autres, désolé, c'est gentil d'essayer, mais la première place, ce sera pour la prochaine fois. Puis j'étais assez sceptique par rapport à cette approche, mais maintenant que j'ai l'expérience d'un instructeur, d'un formateur, je dis ah ouais, finalement, c'était pas si idiot que ça. Pourquoi ? Parce que ça permet aux gens, à l'élève, de connaître précisément ses propres capacités et également au travers de sa pratique, au travers de sa rigueur, de pouvoir quantifier sa progression. La composante de temps est une composante parmi beaucoup d'autres, hein, parce que ça sert à rien de travailler extrêmement vite si on devient fébrile. Là, il faut, en tant qu'instructeur, être capable de dire, écoute, travaille avec des créneaux normes de performance plus basses, renforce tes fondamentaux, et une fois que tout sera propre, recommence à chercher. Est-ce que vous avez typiquement remarqué, puisqu'on parle de temps, lorsqu'une limite est imposée dans le cadre d'un exercice, est-ce que vous avez remarqué, en regardant autour de vous, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, justement aussi cette dérive qu'il y a dans le choix du matériel que les gens font? C'est-à-dire, là, Monsieur Pretoria, vous parlez de la propreté du travail, de ne pas faire vite pour aller vite, mais de faire d'abord propre. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a aussi le côté où le raccourci que certaines personnes prennent, c'est en fait si pour travailler propre il faut travailler beaucoup et puis travailler beaucoup à sec, c'est pas très sexy. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est acheter le dernier holster qui me permet de dégainer plus vite ou autre. Donc moi, j'ai un truc que j'ai remarqué, c'est une évolution des équipements que je n'arrive à expliquer que par la présence des shoot timers en fait. Je sais pas si c'est un truc que vous avez vu. Pas nécessairement la présence des shoot timers, mais d'une manière générale, qui achètent un pistolet Glock, qui sont débutants, enfin, c'est des armes excellentes, enfin, c'est des outils de travail qui ont des avantages et des inconvénients. Mais par contre, l'inconvénient majeur, c'est la qualité de la détente, qui bien qu'elle a été améliorée au cours des différentes générations,
ne permet pas à un tireur débutant de garantir des touchés à 25 mètres. Comme la plupart des tirs ont quand même lieu à 25 mètres, les gens mettent des détentes Timney qui sont très très bien. Enfin, ça améliore réellement, mais elles sont tellement légères que pour une utilisation dans un contexte dynamique, ça en fait des armes qui sont à la limite à la limite dangereuse, hein, parce que là on a vraiment des courses ultra courtes, des poids qui sont très légers, et le Glock a pas été conçu pour ça. Le Glock a été conçu parce que pour justement, comme il n'y a pas de chien apparent, il faut une course très longue et mise sous tension du percuteur qui est ensuite libéré. Et si on commence à triturer là-dedans, on peut se retrouver avec des armes qui peuvent devenir dangereuses. Tout ça au nom de la performance. Alors que le vrai secret caché de Glock, c'est justement la New York Trigger Plus. Donc ce kit qui coûte une quinzaine de francs et qui permet de transformer cette détente absolument dégueulasse de base en une détente de Smith & Wesson de la grande époque, avec un poids de détente autour de 5,5 kg et une course d'une délicatesse extrême à faire rougir celle d'un MR73. Plein de gens passent à... Je crois que ça pourrait être l'objet d'un futur épisode sur pourquoi s'il faut toucher une détente, en fait, il faut l'alourdir. Ah, tout à fait, mais typiquement ça rend, c'est contre-intuitif, mais ça rend effectivement le Glock beaucoup plus efficace en tir sportif, et non pas l'abaissement de la... En fait, c'est une béquille, l'abaissement du poids de détente. Le fait d'avoir une détente plus ferme, plus cohérente, plus lourde, ça oblige à avoir une meilleure tenue en main également. Donc, au final, on a des résultats. Il n'y a pas de secret. C'est les fondamentaux, sont les fondamentaux, sont les fondamentaux. On peut essayer de les contourner, mais pour ça, il faut cramer des dizaines de milliers de cartouches pour avoir une mémoire musculaire aberrante, et qui ne sera pas transmissible à un autre pistolet. Bon, d'une manière générale, depuis même l'apparition du 1911, tenter d'abaisser les poids de détente, c'est souvent très très dangereux, ou dans le meilleur des cas, ça amène des moments de solitude extrême, quoi. J'aimerais rebondir sur tout à l'heure, je sais plus lequel des deux a évoqué la notion de tempo, de timing, de timer. C'est un exercice que je fais de temps en temps et qui permet de résoudre une partie des problèmes justement d'intervalle. C'est l'exercice consiste à donner un temps donné pour pratiquer un certain nombre de cartouches. Le tireur doit s'approcher au plus près du temps demandé. C'est-à-dire que s'il y a 3 coups à tirer en 3 secondes, celui qui gagne, celui qui est plus proche, qui gagne tous les points, c'est pas celui qui fait les 3 coups en 1 seconde 1. Au contraire, lui il a perdu. C'est celui qui fait les 3 coups en 2 secondes 99. Ça permet vraiment s'obliger à compter dans sa tête, ça permet vraiment de se concentrer sur le jeu. Alors une fois de plus, c'est artificiel. C'est un outil de gamme. C'est vraiment, c'est un outil pédagogique, mais c'est un bon outil. Et dans le même contexte, pour revenir sur la notion de décision, ça demande évidemment d'avoir un binôme avec soi ou un coach. C'est le principe de donner une quittance de tir de, mettons, 5 cartouches. On a 5 secondes pour le faire, ce qui demande c'est pas très rapide, mais il faut pas dormir non plus, c'est un coup par seconde, sachant qu'on parle de la position de contact, donc on a 4 secondes 4 secondes 70 pour tirer les 5 cartouches. À un moment, le coach ou le binôme va donner un stimulus, idéalement un stimulus visuel et non pas un stimulus sonore, parce que c'est pas très réaliste les stimulus sonores. Typiquement un coup de lampe dans la cible, pour forcer le tireur à s'arrêter. Ça veut dire que il n'y a plus de raison de tirer. Et ça, c'est pas mal comme exercice parce que ça oblige à devoir faire une analyse au bout du guidon. C'est typiquement, si lorsque le stimulus est renvoyé un coup par, là, c'est l'échec. C'est très intéressant parce que ça oblige à être sur ce que les Américains appellent sur les tiptoes, ça, un peu tendu, être un peu concentré dans ce qu'on doit faire. Et ça, c'est la notion d'être délibéré. C'est extrêmement important dans ma philosophie du tir. Ce qui est assez intéressant que vous aviez évoqué, c'était
de varier les stimulus. Et bah, je fais justement le parallèle avec John Medina, qui lui est spécialisé dans cognitive, dit que en fait il vaut mieux stimuler plusieurs sens. Alors le sens principal c'est la vue, on a d'autres sens. Et si on intègre plusieurs stimulus ou qu'on varie les stimulus, en fait on va empêcher un conditionnement. Effectivement, parce que si on fait que avec une lampe, on va conditionner cet aspect-ci. Mais d'une manière générale, ce genre d'exercice doit quand même être limité. Hein, c'est en fait un outil dans la boîte à outils du formateur. Oui, complètement. C'est pas quelque chose, on va passer un après-midi à faire ça n'aurait aucun sens. C'est comme le 0-1-0-1, c'est comme le un coup, deux coups, trois coups. Une fois qu'on l'a fait 2 ou 3 fois, c'est bon, la question elle est réglée. Si on le fait plus, on gaspille la cartouche. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir toute une multitude d'outils, voir travailler un coup la prise en main, un coup la détente, un coup les 5 fondamentaux en entier, selon la distance à laquelle on travaille évidemment. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut jouer. Bon, ce soir, le but c'est pas de faire une discussion didactique. Revenir vraiment sur l'essence de la question des entraînements. Typiquement, lorsqu'on arrive sur la notion d'entraînement qui sont considérés comme essentiels, alors que je crois que je reviens toujours à Ken Akatorn qui parlait de s'entraîner sur des probabilités et non des possibilités, et on se retrouve avec des exercices qui consistent alors qui peuvent avoir un intérêt concret. Typiquement, si on est policier en uniforme, savoir dégainer très vite son arme et être capable de l'engager aussi très rapidement, parce qu'on travaille à des distances extrêmement courtes, pratiquement au contact ou à moins de 3 mètres, ça a du sens. Je pense pas qu'il faille axer tout son entraînement là-dessus, mais ça peut avoir du sens. Par contre, pour le citoyen lambda qui est a priori qui n'est pas armé sur la voie publique et qui sera peut-être armé à la maison, ça c'est encore une autre question, qui ne va pas de toute façon aller au contact, ce serait absurde. La notion d'être capable de dégainer depuis un étui extérieur en moins de 2 secondes et puis d'être capable de toucher dans ce délai, oui, c'est une question qui est assez ésotérique. C'est plus du fun tir que un exercice pratique. Ça peut être intéressant de le voir pour sa culture personnelle, mais pour moi, c'est pas quelque chose de fondamental. Et je vois beaucoup de gens. Alors c'est peut-être un biais qui est dû à ce que je vois passer autour de moi. Hein. Je ne dis pas que tout le monde fait ça et fait que ça, Dieu merci, mais dans certaines écoles que j'ai pu voir un peu plus ou moins près, j'ai souvent constaté des exercices qui consistaient à dégainer très vite depuis un étui extérieur pour pouvoir tirer très vite également, sans qu'il y ait vraiment de notion de contexte, de décision, de prise de décision, ce qui est comme pour moi absolument essentiel. Ce qui peut être intéressant justement, c'est de promouvoir des exercices qui travaillent justement la partie cognitive, la partie décisionnelle, la partie analytique. C'est pas fun. C'est ça qui est terrible, c'est pas fun, c'est pas spectaculaire. Notre ami Yann Schröder, que nous remercions régulièrement parce qu'il nous fait énormément de promotion et d'ailleurs nous entendons très bien, a sorti un système de cible cognitive à base de fruits et légumes de couleurs variées, et il a fait un excellent short dont je mettrai le lien en bas de cette vidéo, dans lequel il fait un test justement de ces cibles, et justement avec un stimulus et une décision, une analyse. Et ça, je trouve ça vraiment pertinent d'être capable de sortir son arme et de ne pas tirer. Alors c'est contre-intuitif, c'est complètement absurde lorsqu'on est dans un stand de tir, on s'est déplacé, on a payé de l'argent pour participer à ce stand, on a acheté des cartouches, et se retrouver face à une cible sur laquelle on ne va pas tirer, ça peut... je comprends que ça puisse clasher, mais ça dépend ce qu'on veut faire avec son arme. Si c'est effectivement faire un score, toute la partie analytique, elle n'a effectivement aucun sens. Si on veut aller plus loin, c'est là qu'on va atteindre les limites de cette partie purement marteau-clou. Je vois un clou, je tape sur le clou.
La composante de prise de décision s'applique même dans des stands classiques. Hein. Je faisais référence aux stands ultra sécurisés qui, qui en dehors de la Suisse, on ne voit pas le ciel, mais il peut y avoir dans des pays avec à très très faible densité de population, des stands qui sont sous-sécurisés. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien, si le directeur d'exercice est pas assez expérimenté ou a fait une erreur, avoir des configurations de stage qui font sortir des projectiles du gabarit de sécurité. Et là, en fait, il faut que le premier tireur qui passe ait en fait la capacité d'analyse, de dire ah mais en fait de ma position, la manière dont je me situe par rapport à l'espace, en réalité si je tire là, ça va sortir du gabarit, quoi. Ah, et ça c'est quelque chose, c'est rare, c'est censé ne pas arriver, mais il y a parfois certains stands qui sont configurés de telle manière, encore une fois dans des pays avec des densités de population qui sont très très faibles, mais on peut dans des circonstances très très particulières se retrouver avec une prise de décision qui est réelle. Hein, c'est quelque chose qui est important de se rappeler. On est responsable de chacun des coups de tir, et même si il y a par exemple une erreur humaine dans la conception du stage ou des limitations, des problèmes liés au stand, c'est quand même le tireur qui est responsable de chacun des coups qu'il tire. Et ça implique également pour les coups qui sortent en dehors du gabarit, mais également pour les projectiles qui sont perdus par ricochet. Nous, on a vu précédemment la notion des cibles cognitives. On a longuement parlé de la question des timers, de leur intérêt et de leurs gros désavantages. En donnant un exercice, par exemple, qu'on peut faire, enfin 2 exercices en l'occurrence même, qui peuvent se réaliser seuls ou avec un binôme. Mais en fait, il y a plein d'autres solutions de manière à redonner du sens à ce qu'on fait, et pas juste tirer tel le lapin mécanique dans son stand, juste pour cramer de la poudre et faire des trous dans du carton. Ça veut dire retravailler lentement, ça veut dire prendre son temps. Monsieur Angoun, est-ce que vous avez des propositions dans ce contexte ? Ouais, complètement. Moi, ce que j'encourage les personnes qui nous écoutent à faire, pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre des cours, c'est-à-dire continuer à progresser, à s'élever techniquement et dans la réflexion en allant apprendre sous l'égide d'un moniteur de tir, c'est de regarder quel est le cursus qui est proposé. Typiquement, si vous voyez parce que vous avez par exemple un ami qui a pris un cours avec cette personne-là, si cette personne vous dit, voilà, nous avons travaillé avec un blue gun, nous avons fait des phases sans tir, des phases où les situations changent, elles sont différentes d'une séquence à l'autre, ça laisse place à la réflexion. C'est vraiment un point positif, ça, à mon avis, qui permet de dire, bah voilà, cette personne qui donne de l'instruction ou qui donne du coaching, elle propose quelque chose qui est à haute valeur ajoutée. Voilà. Et la raison, je pense, pour laquelle je le précise de cette manière-là, c'est attention à ne pas faire en fait l'exercice décisionnel en autodidacte ou entre amis comme ça, parce que c'est aussi une occasion de prendre des très mauvais plis. Le faire absolument, ça c'est clair, oui, mais sous l'égide de quelqu'un qui a l'habitude d'être marqueur, cette fonction qu'on appelle marqueur en Suisse, et qui est vraiment qui ne peut pas être improvisée. Ça, c'est vraiment le point que je donnerai en conclusion pour ma partie. Intéressez-vous au contenu des cours si vous choisissez cette voie de suivre des cours. Intéressez-vous au contenu de la journée qui vous est proposée. Et si vous voyez la dimension décisionnelle qui est proposée dans le planning, c'est vraiment un bon point pour la personne qui propose la formation. Monsieur Pretoria, vous avez un dernier élément à proposer ? Toujours relatif à la question des armes.
Mettez, même si vous voulez travailler rapidement, ou vous voulez faire des qu'on appelle des pointes de fièvre pour augmenter votre zone de confort, conservez les composantes de sécurité au centre du dispositif, au centre de votre doctrine, et travaillez avec un coach qui vous, pas nécessairement un instructeur, mais avec quelqu'un qui vous garde, qui vous met en garde, qui vous signale le moment où vous devenez fébrile. C'est-à-dire que vous êtes déjà au-delà de ce qui est productif pour accroître votre zone de confort. Et ça, lorsqu'on a dépassé ce point, on n'est pas capable nécessairement de s'en rendre compte. Il faut un point de vue extérieur. Donc, entraînez-vous, si c'est possible, à 2. Un très bon point. Écoutez, messieurs, je vous remercie. C'est bien dommage que monsieur Sinaloa n'ait pas pu nous rejoindre ce soir, parce qu'il aurait eu, je le pense, un point de vue très intéressant sur le sujet. Nous avions d'autres invités prévus, mais hélas, les questions d'emploi du temps ne nous ont pas permis de nous organiser pour cet épisode. Sur ce, je vous remercie donc de votre participation, messieurs Pretoria et Rangoon. Et je souhaite à nos auditeurs, comme d'habitude, la meilleure partie de journée qui les concerne. Et je vous dis à la prochaine. Yeah, when you're getting your ass kicked and you're on the ground getting your ass handed to you, okay? Even at my age, with all my busted up shit, I'll carry an ankle gun, because if they're on top of me, I get the freaking gun out, okay? And if it's a revolver, I intentionally put it against them, because the wound channel is 1/3 to 1/4 more dynamic. Now, you will have to take a shower, because there's going to be overspray. Radio Berthoud, c'est aussi l'appréciation des choses de la vie les plus raffinées.